Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Marinakis, le président du réseau d'agents immobiliers Century 21. Bonjour, Bonjour David. comment ça va? Ouais, ça va bien, très bien. Bon, on voit que l'instabilité politique n'aura pas empêché l'immobilier ancien, résidentiel ancien, de reprendre des couleurs cette année. Franchement, si on s'était vu en début d'année, qu'on avait dit qu'on aurait autant de bordel politique, on ne se serait pas dit que le marché immobilier dans l'ancien aurait repris 11% en matière de transactions. Franchement, non? Non, franchement, on n'aurait pas dit ça. Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, j'avais pas dit ça. J'avais dit, pour être tout à fait honnête, j'avais fait une prédiction autour de 850 à 870 000 ventes. Là, les notaires annoncent 921 000 ventes à date sur 12 mois glissants et on prévoit un atterrissage aux alentours des 940, 945 000 ventes. Donc, c'est vrai qu'on aurait volontiers signé dès demain. On revient à un niveau de 2017 dans ces proportions-là. Et On à aurait l'époque, volontiers. et à l'époque, on se disait bien que faire 950 000 transactions, c'était une belle année. On se disait pas à Oui, l'époque, oh là oui, là, c'est oui. terrible et Non, tout et mais tout, il hein. faut pas bouder notre plaisir. À plus de 900 000 ventes, c'est une bonne année en matière de transactions. Si on met entre parenthèses les années post-Covid 2021 qui vont dépasser la barre du million, mais qui étaient un peu, on va dire, un peu artificielles, je pense qu'à 900, 950 000 transactions, on est au plein emploi du marché des transactions dans Donc l'ancien. Donc ce serait une bonne année. il est revenu finalement, le marché immobilier, à la normalité en 2025. C'est exactement ça. C'est un très bon résumé. Et vous vous souvenez, David, vous m'entendez souvent dire que ce marché a cette faculté incroyable à s'autoréguler avec le temps. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il lui a fallu 2 ans pour arriver à s'autoréguler, à retrouver son équilibre entre des taux d'intérêt acceptables et des prix acceptables, ce qui est le cas aujourd'hui, et ce qui explique cette régularité et ce qui explique le volume des transactions. Hmm. C'est exactement ça. Donc c'est un Et bon millésime, après, a priori, vous l'avez dit, autour de oui, c'est un très 950 bon 000 millésime. Il ne faut pas transactions. bouder notre plaisir. Oui, oui, c'est un Mais très bon après, millésime. est-ce que cette reprise qui est encourageante, certains disent qu'elle s'est faite finalement sur le premier semestre 2025 et que depuis la rentrée, il y a de nouveau une espèce de frilosité. Il y a un ralentissement depuis l'automne et la fin de l'été. Oui, il y a un ralentissement. Alors, historiquement, vous savez, on parle du printemps de l'immobilier, donc la première période de l'année est toujours plus propice au volume de transactions. Mais c'est vrai que si vous voulez, le côté un peu durable de la perplexité politique et fiscale fait que ça commence à éroder un petit peu l'enthousiasme des Français en matière d'immobilier. Voilà. Mais très sincèrement, c'est Mm. assez faible malgré tout comme sensibilisation. C'est assez faible comme Le sensibilisation. bémol, parce qu'il y en a toujours évidemment, ce sont les investisseurs qui pour l'instant ne sont pas revenus sur le marché de la pierre. Dans l'ancien, leur part tourne autour de 10 à 20%. On les comprend, il faut leur redonner confiance, qu'ils n'aient pas envie de revenir. Qu'est-ce qu'on fait justement de nouveau, pour les attirer? Alors, bah, on fait rien, en fait, hein, clairement, pour le coup. Là, on fait rien. J'écoutais avec beaucoup d'attention votre conversation avec mon prédécesseur sur cette antenne-là. Vous avez vu le niveau d'épargne des Français, 350 milliards d'épargne, dont il a dit lui-même qu'elle n'était pas dans l'immobilier. Donc, c'est une épargne qui est ailleurs que dans de l'investissement immobilier. Moi, je suis toujours gêné de ça, y compris, d'ailleurs, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, il y a toujours deux choses qui me choquent terriblement. D'abord, c'est le peu de préoccupation que les gouvernements peuvent avoir de la problématique de l'immobilier, alors que ça représente la plus grosse dépense des ménages des Français, c'est-à-dire c'est 30 à 35% des dépenses des ménages. Et donc, en théorie, on devrait s'intéresser d'abord à ça, parce que le reste, finalement, ne représente pas des dépenses aussi importantes que le logement. Et évidemment, je vous fais grâce aussi du caractère social, du caractère sociétal, du bien fondé d'être correctement logé. Mais indépendamment de ça, si on veut se préoccuper des revenus des ménages, il faut nécessairement se préoccuper, si vous voulez, du logement. Et puis les 350 milliards, moi je comprends qu'ils sont utiles à l'économie financière, on va dire ça comme ça, mais très sincèrement, je trouverais ça beaucoup plus vertueux de voir les Français investir dans un parc locatif privé, c'est-à-dire acheter des logements et le mettre sur le parc locatif privé. Qu'est-ce qu'il y a de plus vertueux, David? Ce type d'investissement-là ou simplement de laisser ça sur un livret A ou sur de l'assurance Ouais, vie? Moi, je crois que après c'est fastidieux, il faut louer le bien, il y a la fiscalité, et vous savez qu'il y a beaucoup alors voilà, mais d'entraves. donc Il y a il faut beaucoup d'entraves pour encourager. l'investisseur immobilier, Exactement, hein. il y a beaucoup d'entraves, mais ce que je ne comprends pas, c'est que justement le gouvernement ou les gouvernements, et d'ailleurs quelle que soit leur couleur politique,
c'est quand même plus vertueux d'un point de vue de l'acte civil et de l'acte sociétal d'acheter un studio et de le mettre à disposition d'un étudiant qui a besoin de le louer que de laisser son argent sur un livret A ou sur de l'assurance vie. Voilà. Et on n'encourage pas, vous avez raison. Vous avez vu que là, le statut du bailleur privé que tout le monde réclame au demeurant depuis des années Mm. maintenant fait le yo-yo entre l'Assemblée générale l'Assemblée nationale Mm. et le Sénat, et qu'à chaque fois qu'il fait un tour de piste, il se complique davantage. Alors c'était 3,5, mais non, c'est 3,5, 4,5, 5,5 en fonction des loyers, plafonné à 80% de la valeur du bien, une déductibilité plafonnée à 8 000 € pour deux biens, enfin dire ça ou rien, c'est exactement Mm. la même chose. Ouais. Voilà. Après, Donc ça, Charles c'est un peu Mariakis, dommage. ouais, après juste sur le livret A, ça finance le logement social, il faut quand même le dire. Et l'assurance vie, ça finance soit le budget de l'État, soit ça finance l'entreprise. Donc il ne faut pas non plus dire que ça ne sert à rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où on considère que le livret A finance le logement social, n'imposons pas au parc locatif privé les règles du logement social. Ah, marquez le point. Ah non, Sur mais les, c'est la réalité. C'est-à-dire, en fait, on est en train de. Moi, vous savez, quand j'ai démarré ma carrière, il y avait ce qu'on appelait les HLM et les ILM, c'est-à-dire des habitations à loyer modéré et des immeubles à loyer modéré. C'est-à-dire, il y avait un parc de logement social qui était parfaitement bien géré, avec des loyers qui étaient des loyers volontairement bas pour qu'une partie des Français qui étaient en difficulté financière puissent avoir accès à un logement dans des conditions décentes, ce qui est tout à fait normal au demeurant. Et la loi SRU a prévu ça et elle le protège dans les constructions nouvelles. En revanche, on est en train de déplacer, comme on n'est pas capable d'assumer, si vous voulez, la quantité de logements sociaux qu'il faudrait pour équilibrer le marché, on a déplacé les conditions du logement social dans le parc locatif privé. Ben, ça ne marche pas, David. Vous voyez bien, ça ne marche pas. un petit mot des prix, parce qu'il faut en parler, autant l'activité s'est ressaisie dans l'immobilier ancien, autant les prix, c'est heureux aussi quelque part. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a un frémissement. Je regardais les chiffres, l'AFTIME prévoit pour 2026 1% de hausse, et on a dû avoir 2% de hausse sur 2025 en termes de prix. Oui, En c'est ça. moyenne, c'est une moyenne évidemment. Oui, c'est des moyennes. Alors bon, là aussi, il y a des disparités fortes d'une région à l'autre. Mais on est dans cette fourchette-là, aux alentours de 1, entre 1 et 2,5%. Il ne faudrait pas que ça dure comme ça pendant 10 ans, parce qu'on prendrait 10%. Mais encore une fois, ce marché, vraiment, et moi, je suis assez content d'observer ce qui se passe sur 2025, parce que la matérialisation factuelle, encore une fois, de cette capacité d'autorégulation entre des taux qui oscillent entre 3 et 3,5, voilà, et une croissance du mètre carré qui est C'est sensiblement intéressant d'ailleurs ça. équivalente à l'inflation, hein, en C'est fait, hein. intéressant parce que ce qui a soutenu notamment le marché cette année, les ventes, ce sont les taux d'intérêt, les taux de crédit qui ont beaucoup baissé en un an. Au plus haut, on était à 4,2, on est descendu jusqu'à 3 au plus bas C'est cette année ça, sur les taux de c'est crédit ça. immobilier. Je passe au Exactement, contrôle exactement. évidemment, mais ce catalyseur, ce facteur de soutien, il jouera moins, pardon, on se projette sur 2026. Est-ce que l'embellie peut durer, sachant qu'on n'a plus les moteurs qu'on a eu en 2025? Non, mais moi, je crois, si vous voulez, que si j'avais une requête à faire au gouvernement, vous savez, les transactions dans l'ancien, en fait, il y a trois segments de marché dans l'immobilier ou dans le logement. Il y a le neuf, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on pourrait en dire beaucoup de choses. Je crois que c'est eux qui sont en situation la plus délicate aujourd'hui. Vous avez parlé du parc locatif privé avec les investisseurs, et puis il y a les transactions dans l'ancien. Et les transactions dans l'ancien, depuis la nuit des temps, c'est un peu le parent pauvre de l'aménagement fiscal et du cadre législatif sur le logement. Autrement dit, ça fait des années on n'est pas aidé, on n'est pas subventionné. Ce marché n'est pas subventionné, il n'est pas accompagné, si ce n'est peut-être sur l'exonération de la plus-value sur les résidences principales. Mais le fait que nous n'ayons jamais été sous perfusion de l'État nous met finalement aujourd'hui, et on s'en tire bien de ce point de vue-là, on est un peu à l'abri des turbulences politiques, puisqu'en fait, alors on s'est rendu, on vit en autarcie depuis Hmm. 20 ans ou 25 ans, si vous voulez. Donc finalement, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Donc moi, je crois que ce qui est important pour la transaction dans l'ancien, à part le statut de bailleur privé pour les investisseurs, surtout, il faut toucher à rien. Vous savez, c'est une équation à trois inconnus, dont une est déjà résolue, c'est votre capacité d'emprunt, puisque le Haut Conseil à la stabilité financière vous dit exactement combien vous pouvez emprunter. À partir de là, il reste que deux inconnus et qu'on arrive à équilibrer plutôt pas mal dans l'année 2025. C'est évidemment, vous l'avez dit, les prix et les taux d'intérêt, Mais comme sur ce les qu'on taux à donne à la 10 fin. ans, les taux à 10 ans sur la dette française, je regardais, on est un peu en dessous des 3,60%. Ça a tendance à Oui, alors moi, remonter. moi, j'ai un regard, je sais que tout le monde regarde l'OAT à 10 ans. Ouais. Moi, je regarde l'inflation, David. Ma 1%. hantise, c'est 1%. l'inflation. Parce que là, regardez, souvenez-vous de juin 2022. Qu'est-ce qui vient percuter le marché de l'immobilier? Ben, c'est l'inflation qui est à 0,70 à l'époque et qui tout d'un coup, paf, s'enflamme de manière extrêmement brutale et va quasiment tutoyer les 5% alors qu'on était à 0,70. Et cette inflation-là,
elle a embarqué avec elle, par nécessité, parce que la BCE, vous le savez, qui est finalement celui qui nous dirige aujourd'hui, la BCE a été contrainte de réactualiser les taux Oui. eu égard à cette inflation qui était grandissante. Voilà. Et depuis d'ailleurs, vous l'avez dit, 1%, depuis que l'inflation est revenue à la normale, eh bien, vous avez les taux qui se sont réalignés Mm. à la baisse. Oui, La après, il y a le BCE, risque français, il y a le risque de crédit de la France, avec encore une fois les questions de budget, qui font qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sur la dette française ont tendance un peu à remonter en un cette peu fin à d'année. remonter. En Voilà. cette fin d'année. Mais Et moi, voilà, mon indicateur de crispation, c'est l'inflation. Parce que j'ai observé que systématiquement, mm, et vous verrez, là, je ne le souhaite pas, mais espérons que là, pour le coup, le caractère, parce que c'était la géopolitique qui avait provoqué cette hausse brutale et les conditions d'accès à l'énergie qui avaient provoqué cette hausse oui. brutale de l'inflation. Espérons que la condition géopolitique ne se dégrade pas et qu'on ne retrouve pas cette contrainte d'aligner les taux sur l'inflation. Cette embellie, elle se poursuit, je repose la question, Charles Marinakis, elle se poursuit ou pas en 2026? On finira l'année à plus 12% sur les transactions, plus 2% on va dire sur les prix. C'est quoi 2026 s'il faut s'engager, pardon, ne pas s'engager mais faire une conjecture qui ne Non, si on vous fait une engage pas? conjecture, non, on ne s'engage pas, mais moi je dis que si l'État ne touche à rien et nous laisse faire, moi je le dis comme je le pense, si j'ai une requête à formuler, surtout, touchez à rien, voilà, laissez-nous faire. Finalement, vous avez vu ce marché-là, encore une fois, il a fait les choses tout seul comme un grand. S'il n'y a pas une décision ou un événement économique majeur dont on ne peut pas soupçonner l'arrivée ou l'existence aujourd'hui, je pense qu'on restera dans cette zone-là avec un marché équilibré, avec des taux autour de 3 à 3,5%, des prix qui progresseront à la marge autour de 1 à 1,5%, le tout retrouvant son équilibre régional et devrait nous permettre d'avoir, comme vous l'avez très justement dit au début de l'émission, un marché très équilibré autour de 900 à 950 000 transactions. Hmm. Voilà. Sous réserve évidemment d'un chaos politique ou Ben, géopolitique. c'est mon point, évidemment. On a eu l'adoption de ce budget de la Sécu. Pour vous, c'est un premier pas ou pas vers de la stabilité? Est-ce que c'est de nature à rassurer les porteurs de projets immobiliers, d'autant qu'on sait que la CSG, pour le coup, n'augmentera pas sur les revenus fonciers? Est-ce que cette question est-ce qu'on aura un budget ou pas, est-ce que c'est de nature à hypothéquer le début d'année prochaine? Pour C'est ça, l'immobilier, ça. évidemment. Moi, je ne crois pas. D'abord, l'objectif originel de la construction du budget, c'était de faire des économies. Je note quand même que le budget qui a été voté hier, c'est 7 milliards de dépenses supplémentaires. C'est ça c'est factuel. On est parti dans une organisation gouvernementale au départ où on cherchait 60 milliards. Pour l'instant, les décisions qui ont été prises n'ont fait qu'aggraver le déficit. Donc, moi, je crois que les Français, malheureusement, je vais vous le dire, David, c'est pas très sympa pour les hommes politiques. Ils sont devenus tout à fait imperméables à cette situation-là. Moi, je crois qu'ils ont des projets qui sont leurs projets. Tant que les conditions d'accès au crédit restent raisonnables, ce qui est le cas aujourd'hui, moi, je pense que très sincèrement, que ce soit M. Lecornu, Premier ministre, M. Bayrou, malheureusement, et c'est un peu triste à dire, je pense que ça n'influence pas la décision des Français. Il y a ceux qui sont frileux et qui se demandent si la fiscalité, c'est plus l'enjeu de la fiscalité, si vous voulez. Le vrai sujet aujourd'hui des Français, c'est si j'investis dans de la pierre, qu'est-ce qui va se passer sur de l'investissement locatif? On a parlé à un moment donné, vous savez, d'arrêter l'exonération de la plus-value sur les résidences principales. Est-ce que ma taxe d'habitation va encore augmenter de 20, 30, 40 ou 50%? Est-ce qu'on va rétablir la taxe d'habitation sous une forme ou sous une autre? C'est cette pression fiscale inconnue qui pourrait mettre le revenu, parce que quand vous avez budgété dans votre revenu des ménages un remboursement d'emprunt de 1 000 euros et une taxe foncière à 100 euros, bah, vous n'avez pas budgété une taxe foncière à 200 euros, des charges de copropriété à 350 au lieu de 200. Voilà, donc c'est cet inconnu-là qui fait peur aux gens. Mais ce qui est important, c'est que tous les derniers sondages répètent inlassablement au gouvernement, quel qu'il soit, depuis 25 ans, l'appétence des Français pour l'acquisition de leur résidence Ouais, principale. et en même temps, pardon, il y a un sondage OpinionWay qui dit que seuls 3 Français sur 10 estiment que la période est propice à l'achat ou à une vente immobilière. Vous leur répondez Oui, parce quoi? que c'est vrai, ça ne se traduit quand même pas dans les chiffres, hein. Ben oui, c'est vrai, en plus, c'est paradoxal, vous avez raison. C'est paradoxal, non. Il y a, si vous voulez, ce qui est déclaratif, et puis les Français qui sont quand même en projet, qui sont majoritairement, encore une fois, ils sont résolument orientés vers l'acquisition de leur résidence principale. Voilà. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Charles Marinakis, le Merci président de David. Century Et 21, puis bonne invité. fête de fin d'année, on a fait une bonne année, donc il faut s'en réjouir quand même. Bonne Les fête. nouvelles ne sont pas toutes si bonnes que ça, donc Il si faut. vous voulez investir dans l'immobilier,
c'est le moment où vous pouvez le faire. Les Je choses sont note, c'est le moment. Invité de la grande Bonne interview journée, à en direct bientôt. sur Merci de votre Boursorama. invitation. Merci, ciao.